Bonjour, je me présente, Sana Kamil, docteur en physique, spécialité télécommunications et professeur à l'université privée de Marrakech, pôle ingénierie et innovation. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la partie électrostatique. Donc pour l'électrostatique, c'est la partie de l'électricité qui traite les phénomènes créés par les charges électriques statiques. Lorsque les charges sont en mouvement, on parle d'électrocinétique. Donc tout d'abord, avant de traiter et d'analyser ces phénomènes créés par les charges électriques, on va discuter tout d'abord de la matière. La matière occupe un espace et possède une masse. Donc il peut être sous forme d'un solide, liquide ou gazeuse. Donc cette matière, il est composé ou encore constitué des atomes. Donc pour les atomes, il contient des protons, neutrons et des électrons. Pour les protons, ce sont des charges électriques positives avec une masse de 1,673 10 à la puissance moins 27 kg et d'une charge élémentaire plus 1,602 10 à la puissance moins 19 coulombs. Aussi, les neutrons, ce sont des charges électriques neutres. Les électrons, ce sont des charges électriques négatives et bien sûr avec une masse de 9,108 10 à la puissance moins 31 kg et une charge élémentaire de moins 1,602 10 à la puissance moins 19 coulombs. Passons maintenant à la discussion des corps isolés et les corps chargés. Pour les corps isolés, c'est tout corps électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre des électrons égale le nombre des protons. Exemple, l'hydrogène composé d'un électron et un proton. Soufre, 16 électrons et 16 protons. L'oxygène, 8 électrons et 8 protons. Par contre, pour le corps chargé, on rapporte ou retire des électrons d'un corps. Donc on a la charge électrique pour un corps, Q est égal à N fois E, avec le N est un entier positif ou négatif, et E, la charge élémentaire, bien sûr 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Après avoir distingué entre les corps isolés et les corps chargés, on peut aussi distinguer entre deux types de matière, à savoir la matière de type isolant et la matière de type conducteur. Pour la matière de type isolant, on peut dire qu'il y a l'absence de charge libre et le déplacement des charges s'effectue sous l'effet d'un champ électrique extérieur. Et par conséquent, pour ce type des isolants, on peut dire qu'il y a une résistance électrique grande. Pour le type de conducteur ou encore la matière de type conducteur ou encore métaux, il y a l'existence de charges libres et la résistance électrique pour ce type est faible. Donc passons maintenant à la loi de Coulomb, soit de charge Q1 et Q2 est distante de R. Ces deux charges peuvent être bien sûr des charges positives ou des charges négatives. Donc on va prendre dans ce cas des charges de même signe. Donc pour la loi de Coulomb, cette loi permet de déterminer la force exercée par la charge 1 sur la charge 2. Donc ça va nous donner une force F1 vers le 2 et bien sûr là, à travers la loi de Coulomb on peut trouver F1 vers le 2 égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R au carré fois le vecteur unitaire de 1 vers le 2 avec le epsilon 0 c'est la permittivité du vide. Q1 et Q2 ce sont les charges les charges électriques et le R comme on a dit c'est la distance qui sépare la charge Q1 et Q2. Donc on peut trouver aussi la force exercée par la charge 2 sur la charge 1 et ça va nous donner F de 1 égale à moins F1 de 7. Bien sûr, comme vous voyez d'après la formule, on peut dire que les forces sont égales et opposées conformément au principe de l'action et la réaction. Donc pour
cette force, on peut dire que la force est repulsive si le Q1 et Q2 sont de même signe, d'accord? Comme ce cas de Q1, Q2, on peut remarquer que le F1 vers le 2, ça va pousser le Q2 et bien sûr on va avoir par la suite une augmentation de cette distance entre le Q1 et le Q2 grâce à cette force de F1 vers le 2 de type repulsif. Donc le Q1 et le Q2 et de signes différents, ça va nous donner cette fois-ci une force attractive et par conséquence, on peut minimiser cette distance entre la charge Q1 et Q2 on va exercer deux forces, par exemple ici F2 vers le 1 ou encore F1 vers le 2. Donc après avoir déterminé la force électrique bien sûr, en utilisant la loi de Coulomb, on va aussi déterminer la force de gravitation. L'objectif de cette partie, c'est pour identifier et faire la différence entre la force électrique et la force de gravitation. Donc pour la force de gravitation, on va utiliser toujours les deux charges Q1 et Q2. Et bien sûr, distantes de R, toujours, et on va avoir l'utilisation de même la force F1 vers le 2, mais cette fois-ci, la force de gravitation. Égale à quoi? Égale à moins G M1, M2 sur R au carré, U1 vers le 2. Avec le G, c'est une constante de gravitation. Et quand vous remarquez ici, on a utilisé M1, M2 au lieu de Q1, Q2 pour la force électrique déterminée ou encore donnée en utilisant la loi de Coulomb. Donc pour cette force, ça se voit clairement qu'on a on va multiplier les masses des charges Q1 et Q2 et quand vous remarquez d'après la formule, la force de 1 vers le 2 est dans le sens opposé de U1 vers le 2. Ça veut dire, ou encore c'est-à-dire que c'est une force d'attraction, contrairement pour la force électrique, on peut avoir deux types de forces. On a la force de repulsion et la force d'attraction. Par contre, pour la force de gravitation, c'est une force d'attraction toujours. Donc, pour ce F1 vers le 2 est égal à quoi? Égal à M2, on peut réécrire cette force égale à M2 moins G M1 sur R2 U1 R au carré U1 vers le 2, soit le F1 vers le 2, ça va nous donner M2 puisque c'est une force appliquée sur la charge Q2. On a fait sortir le M2 et on aura le G, c'est notre rapport moins G M1 sur R au carré U1 vers le 2 avec le G comme vecteur, c'est notre vecteur champ de gravitation. Donc passons maintenant, toujours on va rester sur la loi de Coulomb, mais cette fois-ci on va discuter de la validité de cette loi. Donc pour garder et avoir cette possibilité d'utilisation de la loi de Coulomb pour des charges électriques, c'est que ces charges, ils doivent être toujours des charges bien sûr ponctuelles. Et la loi de Coulomb s'applique aussi à des charges immobiles. Ça veut dire qu'on a deux conditions. La condition, c'est ce que ces charges doivent être immobiles et ils doivent être des charges ponctuelles. Et il reste aussi, cette loi reste valable pour des vitesses petites devant la vitesse de la lumière. Donc passons maintenant au champ électrostatique. Donc pour le champ électrostatique, on dit que la charge Q1 c'est notre source, crée un champ électrique. On va toujours
prendre le cas d'une force exercée ou encore la force de Coulomb exercée par la charge Q1 sur la charge Q2, on va prendre toujours la formule de 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur Q1 Q2 sur R au carré U1 vers le 2. Donc cette charge Q1 qui est notre source, il va exercer une force F1 vers le 2. Donc pour avoir cette possibilité d'exercer une force sur la charge Q2, on doit avoir un champ électrique dégagé par cette charge Q1. Donc comme vous voyez ici, on va avoir la formule, il va s'écrire Q2, on va faire sortir le Q2 et on aura 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 R au carré U1 vers le 2. Notre champ électrique, c'est ce rapport. Donc le champ électrique, ça va nous donner par la suite la force, c'est Q2 fois E. Donc la force de 1 vers le 2, c'est Q2 fois un champ E ou encore E1 de la charge Q1. Donc pour le champ électrique, donc ça peut être égal à F sur Q, donc soit 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R au carré UR, et bien sûr E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R au cube fois le R comme vecteur. Donc le Q c'est la source du champ, et bien sûr le R c'est notre distance source point, donc source point. Donc ce E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R au cube R, c'est un vecteur qui est caractérisé par un sens et une norme. Donc pour le sens, soit elle est avec le sens de UR si Q1 est positif, soit moins UR si le Q1 est négatif. Donc l'intensité pour ce champ, le module de E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, et n'oublions pas la valeur absolue de Q1 sur R au carré, parce que cette charge ça peut être soit négative soit positive, donc on doit ajouter la valeur absolue pour être sûr de que l'intensité est positive. Donc l'unité utilisée pour le champ, c'est Newton par Coulomb ou encore le volt par mètre. Donc pour le champ électrostatique ou le champ électrique, soit c'est un champ centrifuge ou encore un champ centripète. Pour le champ centrifuge, c'est lorsque la charge Q est positive, donc le champ électrique fuit de la charge Q. Soit elle est centripète comme on a dit, donc si la charge Q est négative, cette fois-ci la charge Q est négative et le champ est dirigé vers le Q. Comme vous voyez sur la figure, il va aller vers la charge Q. Le champ résultant a un point M et la somme des champs créés par chaque charge. Donc comme on a dit, il y a plusieurs charges Q1, Q2, Q3 et Q4. Et bien sûr, on veut calculer le champ total au point M, ça va être E1, E2, E3 et E4 et ça va nous donner par la suite la sommation de 1 sur 4 pi epsilon 0 QI sur la distance qui sépare les RI, bien sûr, ou encore les MI, d'accord, au carré UI. Donc les lignes de champ électrostatiques, pour les lignes de champ dans l'espace il existe une infinité de lignes de champ, il passe une seule ligne de champ par chaque point de l'espace. Donc l'orientation des lignes dépend de la direction de E et donc du signe de la charge Q. Donc on aura pour une charge positive, les lignes de champ s'orientent vers l'extérieur. Ou encore, pour une charge négative, les lignes de champ s'orientent vers l'intérieur. Et bien sûr, pour les lignes de champ, ne se coupent pas, comme vous voyez sur les figures ci-contre. Après avoir discuté de la loi de Coulomb et du champ électrostatique pour les charges ponctuelles, on va passer maintenant à la distribution de charges. Donc pour une distribution de charges, une charge peut être répartie sur un fil, sur une surface ou dans un volume. Pour un fil, c'est la distribution linéique. Et bien sûr, on a une densité de charge lambda égale à d de Q sur d de L. Au lieu d'utiliser le Q, on aura le d de Q sur le d de L.
soit une surface, c'est une distribution surfacique, avec la densité de charge sigma égale à d de q sur d de s, soit volumique, une distribution volumique, ρ égale à d de q sur d de v. Et bien sûr, on s'exprimera alors en densité de charge, bien sûr pour linéique, coulomb par mètre. L'unité pour la densité surfacique sigma, c'est le coulomb par mètre au carré, et pour la densité de charge volumique, c'est le coulomb par mètre au cube. Donc, pour les notions toujours de distribution de charge, on va discuter tout d'abord d'un système discret, le Q total. Pour un système discret, c'est la sommation de QI. La sommation de QI. On va utiliser le sigma QI. Pour un système continu ou encore une distribution continue, on va, comme on vient de distinguer, les trois types, soit linéique, soit une distribution surfacique, soit une distribution volumique. Pour une distribution linéique, on a lambda égale à d de q sur d de l, donc ça va nous donner le q total, c'est l'intégrale au lieu d'utiliser la sommation. On a l'intégrale de d de q, et bien sûr ça va nous permettre d'avoir l'intégrale de lambda d de l. Tout au long, bien sûr, on va intégrer sur tout le fil électrique. Bien sûr, pour une distribution surfacique, on a le sigma égal à d de q sur d de s, et ça va nous permettre d'avoir le q total égal à l'intégrale de d de q, soit l'intégrale, double intégrale bien sûr, de sigma d de s, puisque c'est une distribution surfacique. Pour la distribution volumique, on a le ρ égal à d de q sur d de v, et bien sûr le q total est égal à l'intégrale de d de q, et à la fin, bien sûr, triple intégrale, pour trouver le q total, c'est triple intégrale de ρ d de v. Donc pour la distribution linéique, on va essayer de donner, on va déterminer le champ total ou encore le champ E pour une distribution linéique. Donc pour une distribution linéique, la charge élémentaire est assimilable à une charge ponctuelle. Donc cette charge crée le champ élémentaire d de E. Au lieu d'avoir le E, on va utiliser d de E, et on a ici d de Q au lieu de Q. Donc d de E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda d de L sur R au carré fois le U. Donc le champ résultant créé par l'ensemble de la distribution est la somme des champs élémentaires. Le E égale l'intégrale de d de E, et ça va nous donner le E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, puisque c'est une distribution linéaire. On a un seul intégral tout au long de notre ligne, et ça va nous donner lambda d de L sur R au carré fois U. Pour une distribution surfacique, aussi on va trouver le champ résultant, mais bien sûr le champ, tout d'abord le champ élémentaire d de E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 sigma d de S sur R au carré fois le U, et le champ résultant créé par l'ensemble de la distribution est la somme des champs élémentaires. Le E est égal à double intégrale sur toute la surface d de E, et ça va nous donner E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 double intégrale de la surface sigma d de S sur R au carré fois U. Donc, et la distribution volumique, ça va nous donner aussi le champ résultant. Donc tout d'abord le champ élémentaire, comme on a fait pour la distribution linéique et surfacique, on va avoir toujours le d de E, mais bien sûr on va remplacer le d de Q avec ρ d de V, et ça va nous donner 1 sur 4 pi epsilon 0 ρ d de V sur R au carré fois le vecteur U. Donc le champ résultant créé par l'ensemble de la distribution, ça va nous donner E égale à triple intégrale sur tout le volume de d de E, soit E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale sur tout le volume de ρ d de V sur R au carré fois U.